Bonjour à tous, eh bien me revoilà pour un nouvel épisode de Chaud Bouillant. Chaud Bouillant qui est donc une série de discussions où on parle un peu du voyage du café avant qu'il n'arrive dans votre tasse. Et donc l'idée c'est un petit peu de comprendre voilà, des choses des informations auxquelles on n'a pas toujours accès dans le café, dans le sourcing du café. Ce soir, j'ai le super plaisir de recevoir Sophie Nice, qui travaille pour Sucafina Specialty Europe, anciennement 3 Cup à Anvers. Et voilà, Sophie, en fait, je l'ai croisée au tout début de ma carrière dans le café. Et régulièrement, on s'est croisés et elle a vraiment une expertise, en fait, sur le terrain, mais aussi au niveau du quality control sur les sites. Et donc, je vois que Sophie nous rejoint dans la vidéo. Et donc, je pense qu'elle va m'envoyer une petite demande que j'accepte là maintenant. Donc, c'est parti. Et normalement, on devrait se connecter. Voilà. Salut Sophie, Oh, ça va? ça va et toi? Ça va bien. Je m'installe juste. J'espère que mon GSM va pas tomber. Je fais une petite installation pour que je puisse le charger entre-temps. Donc, j'espère que ça va pas tomber. Ok, ça marche. Tu m'entends bien? Je t'entends bien. Tu m'entends aussi? Yes, parfait. Ok, ben, on est good to go. Ben, Sophie, ben, déjà, bienvenue. Voilà, on s'est appelé un petit peu avant pour préparer le direct et je suis super content de te recevoir. Et peut-être qu'avant qu'on commence, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui te connaîtraient pas? Moi, je suis Sophie. Je travaille pour Chicafina Specialty, et ce qui est un importateur de café vert basé à Anvers. Et moi, je suis le purchasing manager, donc je suis responsable pour coordonner tous les achats pour l'équipe qui est dans l'Europe et le Middle East. Et Ok. ça fait 7 ans que je travaille pour Sicafina Specialty. Et donc, tu as une expérience aussi où tu as pas mal voyagé où tu voyages encore, alors dans les pays producteurs, justement pour un peu chercher des cafés ou comment Ouais, ça se passe ton quotidien? ouais, l'année dernière, bien sûr, c'était un peu calme, mais l'année dernière, ça s'est surtout passé à travers des vidéoconférences et des appels et tout ça. Mais effectivement, en temps normal, je voyage pas mal pour visiter nos suppliers, nos fournisseurs en origine, des exportateurs, nos collègues en origine, pour faire les sélections des cafés qu'on veut acheter et pour comprendre un peu mieux comment tout fonctionne en origine, aussi pour voir la collaboration qu'il y a entre l'exportateur, le producteur, les gens sur place, pour prendre un peu la température et pour ensuite faire un peu un bon choix en fait pour les gens avec qui on veut travailler, parce que c'est quand même très important qu'on sache qui on a en face de nous, parce que ça, il y a pas mal d'argent qui est concerné en Impliqué, ouais. placement de café, donc on doit être bien sûr que ce qu'on achète ça aussi arrive. Euh, la plupart du temps est vraiment juste apprendre à connaître les gens, voir comment la structure fonctionne, voir un peu souvent aussi les machines, comment ils fonctionnent chez l'exportateur, pour voir le dry mill, voir les plantations, comment tout est géré, et aussi comprendre un peu tout le contexte autour, plus large, beaucoup plus large que le café, pour comprendre un peu la vie des gens, quels sont les défis dans les pays, c'est quoi la politique, c'est quoi l'économie, c'est quoi les défis sociaux qu'il y a. Donc, ça va beaucoup plus loin que juste cueillir les cafés et aller admirer des plantes dans une plantation. Donc, ouais. Euh, Waouh, ok. Oui, effectivement. mais, Euh, ouais, vas-y. non, non, dis-moi. Non, j'allais dire que j'ai commencé chez Café Specialty. Avant, ça s'appelait encore différemment, juste dans le lab. Donc, j'étais responsable des qualités. Donc, avant, c'était faire la dégustation toutes les journées. Et donc là, j'en fais moi. J'ai notre très bonne équipe des qualités de Francisca et Mariana qui s'occupe maintenant de ça. Et donc, moi, Yes. je vais chercher un peu plus loin. Non. Ok. Et c'est là qu'on s'est rencontrés lors d'un cupping où Ouais. tu t'occupais en fait de faire le cupping et moi je venais cupper pour la première fois à Anvers. Donc voilà. J'allais dire, on s'est connus Cool. dans cette période où j'étais dans le lab encore. Yes. Euh,
Peut-être la première question que je vais te poser, qui est un peu la même question que je pose à tout le monde, c'est un petit peu quelle différence est-ce que toi tu fais entre le café de commodité et le café de spécialité? Euh, pour moi, je pense la plus grande différence, moi personnellement, c'est dans l'approche qu'il y a derrière. Je pense que dans tout ce qui est commodity, c'est plus orienté vers rendre plus tout efficace. On voit ça dans le fait que tout ce qui est commodity est plus général, disons. Ça parle de grades ou des qualités, c'est plus basé, les achats sont plus basés sur les spécifications, sur des mois d'embarquement et des volumes et vraiment des spécifications techniques. Et pour moi, le specialty va plus faire autant de détails possibles, plus de spécificité, plus d'attention vers tout ce qu'il y a derrière. Donc l'humain, la nature, la production, le pays, disons. Et c'est moins orienté, à mon avis, vers l'efficacité. C'est vraiment juste, ça va aller plus loin, ça Hmm. va être avec beaucoup plus petits volumes. Euh, donc il y a un peu de ça pour moi, les deux approches. Euh, ouais. Et souvent, enfin, c'est vrai que quand on parle d'un petit peu de la différence entre commodité et spécialité, on parle souvent du système de cotation de la SCA, des cafés qui vont au-delà de 80% et qui sont qualitatifs en termes de goût, en fait. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu trouves qui est correct aussi quand on parle du specialty? Est-ce que c'est uniquement ça le specialty? Parce que, bon, c'est une fausse question, mais c'est vrai que dans les talks que j'ai eus dernièrement, j'avais des gens qui me challengeaient en me disant, voilà, le monde du specialty s'enferme un peu sur ce critère de qualité gustative uniquement, alors qu'on peut avoir des cafés un peu moins bons sur la cotation pure, mais qui restent du specialty dans le sens où ils englobent euh, de répondre à des questions qui aident les producteurs sur le terrain en fonction de, je sais pas, de la violence, des problèmes contre les femmes, des problèmes au niveau du climat ou de la nature. Est-ce que le specialty est un petit peu à une limite comme ça? Est-ce que le commodity aussi? Est-ce qu'il y a des points de rencontre à ce niveau-là? Enfin, Bah, je trouve que si réellement on était tous tellement concernés par ce qui est specialty, pour moi, c'est très fort lié à ce qui est durable. Et en soi, une plantation ne peut pas produire que les cafés de 86 et plus. Donc, si hmm, on est vraiment tellement concerné à faire que les gens ont un bon revenu, que tous les problèmes sociaux sont adressés, on achètera toute la production. Il y aura aussi des mauvaises qualités, il y aura des mauvais grains qui ont un peu pourri sur l'arbre. Ça voudrait dire qu'on achète tout à la plantation. Ça serait pour moi réellement une approche intégrale. Mais hmm. non, c'est pas comme ça. Donc effectivement, tu dis comme c'est limitant, la specialty est liée à la qualité. C'est vrai. Mais je pense à un moment donné, il faut y mettre une ligne, j'imagine, parce que sinon tout devient la même saucisse et on n'arrive plus à faire des accents. Ouais. Euh, Effectivement, c'est souvent, on voit des bons projets qui passent, on voit des bons groupes de producteurs ou des bons fermes qui proposent un café avec toute une belle projet derrière et c'est un 82 en tasse. Je dis, malheureusement, ça va pas aller dans les gammes de torréfacteurs de haute gamme qui vont faire toute l'histoire, qui vont mettre toute l'attention. Et c'est là que, ok, je dis encore un 82, c'est encore très bon. Effectivement, il y a des cafés qui passent en dessous des 80, ça va juste ça vaut plus la peine parce qu'on peut plus le vendre à des prix premium qui, ouais, font que ça vaut la peine de mettre tout l'effort de marketing, de raconter l'histoire, de séparer parce que en soi c'est tout un coût. Si on va séparer en plus petits lots, faire le process complètement différent, ouais, tout devient plus cher. Donc si Hmm. à un moment donné le coût devient juste trop haut, faut voir à quel point ça tient encore. Et quand tu dis, voilà, il y a des cafés qui scorent un peu en dessous de 80, du coup, ils rentrent plus finalement dans le specialty parce que ça engendre trop de frais, etc., pour des cafés qui sont plus compliqués à vendre finalement par rapport à la demande. Euh, Qu'est-ce qui deviennent ces cafés? Ça veut dire qu'ils tombent au prix du sea market. Tu vois, quelle est ton expérience en général là-dessus? C'est-à-dire que les cafés qui passent en dessous, ben, ça veut dire qu'ils tombent à la trappe et ils disparaissent et ils se retrouvent sur le sea market, ou, enfin la bourse. Ou est-ce qu'il y a quand même des gradations possibles et un producteur peut quand même faire des marges différentes en fonction de qui il vend en local ou à l'exportateur ou...
Bah, je pense que chaque café a son marché, a son acheteur, tant que le prix est correct. Et je sais pas, c'est pas si mal que ça retombe à la bourse. Je pense qu'on démonise beaucoup la bourse et surtout dans le specialty. Ça reste un tool très très important pour ouais pour standardiser la vente d'un produit. C'est beaucoup démonisé, mais les producteurs peuvent aussi faire des bonnes affaires dessus s'ils apprennent comment ça fonctionne. Et c'est là un peu le problème, pourquoi c'est démonisé, que souvent l'information passe pas entièrement, ils n'ont pas les outils à bien comprendre comment ça fonctionne. Euh, mais en soi, heureusement que ça existe, le café commercial et la bourse, où tout juste est vendu comme spécification avec moins de demande, disons, de qualité. Comme ça, heureusement, il y a des producteurs, s'ils n'ont pas la haute qualité, ils peuvent encore continuer à vendre leur café comme, je sais pas, un standard Santos de Brésil. C'est très bien, heureusement. Donc c'est pas si mal que des cafés sont toujours vendus à la bourse. Ouais. Mais il y a quand même un système de gradation. Allez, peut-être, je sais pas si tu as une ou deux histoires peut-être de terrain à partager. Je sais pas, je suis producteur et je veux vendre mon café. Quelles sont les options? Est-ce que j'ai des gens qui viennent sur ma plantation et qui me disent, ben, on t'offre autant et c'est le prix du marché? Ou est-ce qu'on, ah, ton café a l'air un peu mieux, on met un premium, ou alors on t'achète specialty? Quels sont un peu des scénarios possibles quand on produit et qu'on veut vendre du café, en fait? C'est très différent de quelle est disons, ta situation de producteur. Si tu es déjà certifié Fairtrade ou c'est déjà ton prix est garanti. En Colombie, par exemple, ils ont voulu passer aussi des minimums, des prix minimum d'achat et euh, oui, une promesse un peu de la part de la FNC d'acheter n'importe quel café, tous les cafés seraient achetés aux membres euh, de la FNC. Et qu'est-ce que tu disais? Il y a aussi, ouais, effectivement, l'achat local. L'achat local. Non, mais ouais, quelles sont les options d'achat plutôt en local quand on produit du café, qu'on se dit, tiens, bon, maintenant je vais le vendre, quelles sont mes options pour le vendre, essayer de faire peut-être un peu plus d'argent, à qui s'adresser, Ouais, est-ce qu'on différencie encore des lots ou pas? ouais, je pense qu'il y a un premier filtre qui est fait par l'exportateur ou par les acheteurs locaux qui vont dire effectivement ça c'est en qualité qui reste pour consommation locale, pour torréfaction locale, ou effectivement ça vaut plus la peine d'être exporté. Après, il y a des différents grades de qualité. Effectivement, comme je dis, chaque café a son marché. Donc, ça peut être exporté, mais en dessous d'une certaine qualité, ça peut être exporté et les cafés vont rester dans le pays ou les producteurs vont les garder ou il y a plusieurs possibilités. Et comme je dis, avec la bourse, l'avantage, c'est que tout est mis ensemble. Donc, c'est moins grave si, par exemple, ton café est un peu moins bon, il peut être mélangé à un autre lot, ils vont retirer des défauts et le préparer une certaine préparation. Ça reste bon, ça reste toujours du bon café qui sera identifié par le pays, qui aura son prix qui correspond. Euh, et toujours, oui, il y a toujours des différentes options. Comme je dis, si tu vends à un acheteur local, si tu vends à un acheteur direct, les besoins seront très, très, très différents. Hmm. Et est-ce qu'un producteur a intérêt, par exemple, à faire partie d'une coopérative? Est-ce que c'est toujours positif ou des fois les coopératives ont des fonctionnements qui sont parfois bien, parfois pas bien? Est-ce qu'il y a un peu de tout ou c'est toujours positif ou parce que c'est vrai que c'est bon, moi j'ai jamais été dans les pays enfin j'ai visité une plantation de spécialité au Mexique, mais c'est vrai quand on parle des coopératives, des fois on se dit tiens il y a une coopérative avec 10 producteurs et il y en a d'autres où il y a 300 producteurs. Est-ce que Comment ça se Euh, passe? je pense euh, mon image des coopératives reste bon parce que il y a toujours des coopératives qui sont mal gérées et il y a toujours, comme toutes les structures, ça peut tourner bien ou mauvais, mais en soi, je pense que la coopérative est une très bonne chose parce que ça permet aux producteurs d'être beaucoup plus forts ensemble. Ils peuvent combiner des achats, ils peuvent réduire des prix, ils peuvent apporter des qualités, des quantités un peu plus représentatives qui leur permettent à négocier mieux leurs prix. Si tu es juste un seul producteur et tu produis par an peut-être 3 sacs, tu peux pas faire beaucoup de business ou tu peux pas vraiment beaucoup négocier.
Par contre, si tu fais un groupe, tu combines les achats, tu peux avoir un contrôle de qualité central, tu peux beaucoup plus contrôler toi-même ce qui arrive à ton café si tu as un groupe. Effectivement, il faut que ça soit bien géré sur les niveaux et que la gestion, la coopérative ou le groupe de producteurs, il y a d'autres formes de s'associer. L'important est vraiment que ça qu'ils défendent les intérêts du producteur. On a quelques coopératives avec lesquelles on adore travailler parce que réellement, tu sens dans toute la communication qu'il y a, c'est l'intérêt des producteurs qu'ils représentent et ce qui est le plus important. Et ça, c'est très bon, c'est des très bons exemples. Et comme je disais avant, une des grandes parties de mon travail, c'est de travailler et de voyager, de connaître le travail sur place. Notamment, c'est pour ça, c'est effectivement de voir un peu est-ce que c'est une bonne coopérative, est-ce qu'on leur fait confiance, est-ce qu'ils défendent les intérêts des producteurs. C'est des questions très importantes parce qu'effectivement, il y a des mauvaises coopératives, mais ils durent pas longtemps. Ça va très vite. Je pense que si une coopérative est mal gérée, ils resteront pas très longtemps. Le mot circule très vite aussi dans les communautés producteurs, euh, si c'est bien ou pas. Ouais, ouais. Et ça veut dire que les coopératives, c'est quoi? Ça appartient aux producteurs ou il y a aussi différents types de coopératives? Ouais, je pense que la définition du coopérative, c'est que c'est fondé par ses membres. Donc, réellement, ça peut devenir très grand et donc il y a plusieurs personnes dans the board of directors, je sais pas comment on dit ça. Donc ouais, ça peut devenir un peu une entreprise en soi, mais il y a des plus petites coopératives qui sont gérées avec 3 à 5 personnes, ou ça peut devenir très très grand, comme à la fédération en Colombie, c'est un groupe de coopératives et donc ça devient plus grand, mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça devient juste une plus grande structure, ça devient Ouais, une entreprise en soi. ouais. Mais c'est vrai qu'en termes d'organisation, est-ce que ça peut être comparé à une copropriété dans un petit immeuble où tout le monde s'entend bien et ça marche bien pour garder l'immeuble sain? Et puis il y a des copropriétés où les gens s'aiment pas et en fait ça pose problème, les choses fonctionnent pas et finalement on a des choses qui sont au détriment même si elle est gérée par les gens à qui ça appartient. Moi j'imagine toujours, ben, si ça appartient aux gens, ça se passe bien, mais c'est vrai qu'il y a parfois des gens qui s'entendent pas, il y a une mauvaise gestion. C'est un peu c'est ça finalement le quotidien d'une coopérative, c'est que ça dépend vraiment de l'entente des gens qui l'a créé, j'imagine, quoi. Oui, c'est sûr, il y a aussi dès que tu donnes un peu de pouvoir à un humain, ça peut réagir de différentes façons, oui, c'est sûr. Ouais. Euh, ok, alors ouais, j'ai d'autres questions. Est-ce que oui, quel est l'impact en fait quand un producteur reçoit, on va dire plus d'argent, peu importe que si c'est en spécialité ou que si c'est au travers de premium dans le marché de commodités, etc. Mais est-ce que c'est toujours un impact positif pour un producteur? Euh, c'est un peu une question bizarre, mais en fait, ce que je veux dire là derrière, c'est que euh, parfois, en fait, on parle de fondations qui vont aider de manière un petit peu plus humanitaire ou de charité en disant il faut que les gens fassent une école, un hôpital. Mais est-ce que c'est aussi bénéficiaire finalement pour un producteur de recevoir directement l'argent et de gérer lui-même? Ou est-ce que parfois il faut structurer les choses voilà, est-ce que quand on paye plus cher, ça bénéficie toujours le producteur ou est-ce que des fois il y a des choses que lui choisit pas et que finalement on ne sait pas trop ce qui se passe quand on paye plus cher un café? Ben, soit je pense que ça reste toujours au producteur de décider ce qu'il fait avec l'argent qu'il reçoit. Nous, on part toujours de l'idée ici qu'on doit un peu guider ce que le producteur fait avec son argent. Tu vois effectivement des fermes où la maison de la ferme a une grosse piscine et c'est une propriété immense. Là, tu peux te dire que ça a bénéficié à la poche de la famille du producteur. Est-ce que c'est bien? Oui, sans doute pour lui, c'est bien. Est-ce que toi, comme acheteur, tu aurais voulu un impact différent? Ça dépend de toi. Faut peut-être acheter un autre café alors. Mais je pense que moi, les expériences ou les exemples que j'ai vus, c'est quand les fermes sont un peu plus grands, c'est pas des smallholders, et que la ferme fait partie d'une entreprise, ou c'est enregistré comme une entreprise, ils vont souvent aussi se rendre compte que une plantation qui tourne bien, qui est un peu plus grande, où ils ont besoin de main-d'œuvre de la commune autour, c'est une source de travail, c'est un pôle important économique pour la communauté locale. Donc, si on paye bien un café à un producteur,
On dit souvent que 60% ou même 70%, ça dépend des pays, euh, des coûts sur une ferme, c'est le travail, Le le staff? main-d'œuvre. Ah ouais, ouais. Oui, effectivement, il y a le staff fixe qui maintient la ferme à l'année, les plantations, aussi quand il n'y a pas de production, et puis le travail saisonnier, qui sont des familles ou des individus qui viennent pour récolter. Mais effectivement, si une plantation travaille bien, ils ont des clients à l'année fixes sur lesquels ils peuvent compter. Ils ont un revenu d'argent régulier et ils vont respecter les règlements de travail à faire qu'il n'y a pas de travail d'enfant et il n'y a pas de paiement en dessous de, euh, je sais pas comment, minimum income. Donc c'est Ouais, bien, salaire minimum. ouais, c'est bien des entreprises, des mini-entreprises qui sont bien gérées, qui suivent les règles. Donc si ça fonctionne bien, c'est important pour la communauté. Si tu fais, c'est souvent avec les cafés specialty, les micro-lots, où on va payer des prix plus chers parce que il y a aussi beaucoup plus de travail qui va dans la préparation euh, de ces cafés. Si tu achètes un café, par exemple, d'un lot qui est plus grand, un conteneur ou plusieurs conteneurs, il y a peut-être moins de frais qui sont liés à la production, à l'exportation, à la transformation de ce café. Et ça permet souvent de faire des donations un peu plus grandes à, effectivement, comme tu dis, des fondations qui vont construire des écoles, des centres de santé, des puits d'eau. Euh, il y a beaucoup de formes pour avoir un impact positif à travers l'achat des cafés. Et ça, heureusement, c'est quelque chose à laquelle je mets beaucoup de temps maintenant. J'ai fait un peu un parcours d'être obsédé des qualités, de chercher toujours les meilleurs trucs à avoir vraiment l'impact et avoir l'histoire derrière et voir comment effectivement on peut faire mieux pour les communautés, comment on peut avoir le plus grand impact pour un plus grand nombre de personnes. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on parlait un peu des cafés specialty, des commodity. Je pense que les cafés commodity, l'avantage, c'est que ça représente beaucoup de volume. Et si Mhm. des entreprises qui ont des bonnes valeurs, qui ont des bons, euh, disons, policies d'achat responsables, ils peuvent avoir un impact vraiment important sur une communauté parce que ça représente beaucoup de volume. Si tu achètes un micro-lot, les 10 sacs, ouais, l'impact monétaire réellement que tu peux avoir avec ça, ça reste limité. Donc, si tu Mhm. achètes des cafés dans le groupe, disons, des high commercial qui vont un peu, c'est la low specialty. Genre, nous, on dit ça toujours des cafés qui vendent 80 à 85. C'est souvent des cafés qui sont certifiés, qu'on achète en plus grand lot. Si tu vois, un conteneur, c'est 19,2 tonnes de café. Et si tu fais des petits programmes de soutien ou d'impact derrière, c'est beaucoup plus important l'impact que tu vas avoir avec ça. Mm. C'est important de faire aussi l'impact avec les micro-lots, mais c'est une différente Oui, échelle. ça se complète, ouais. Ouais. Euh, bon, je sais qu'il y a des labels pour ça, mais au niveau de tout ce qui est waste management, je sais pas comment on dit en français, est-ce que c'est quelque chose qui change aussi? Parce que c'est vrai que l'autre jour, lors d'un talk de la SCA, il y avait des gens qui disaient, tiens, mais quand vous payez plus cher votre café, ben, il y a des producteurs qui communiquent peut-être pas là-dessus, mais qui investissent eux-mêmes dans le recyclage des cerises de café, dans l'eau qui va être utilisée pour laver le café et dans d'autres choses que moi, j'imagine pas sur la production, mais est-ce que c'est quelque chose qui est au centre des préoccupations chez un producteur ou euh, bon, il y a d'autres priorités pour l'instant et c'est quand même assez rare finalement de pouvoir mettre ça au devant de la carte, sauf sous certains labels dont c'est le, le, le cœur du sujet. Mais voilà, est-ce que toi, de ton expérience, tu vois qu'il y a quand même un changement ou c'est quand même un sujet qui est encore un peu niche, on va dire, par rapport aux priorités chez un producteur non labellisé sur ce type de choses en termes de waste management? Bah, je pense, de nouveau, ça dépend. Il n'y a jamais une seule réponse parce qu'il n'y a pas un pays ou un style qui est le même. Prenons l'exemple de Costa Rica où, effectivement, le gouvernement a fait un travail énorme pour contrôler tout l'impact que la production de café a sur le gouvernement. Et c'est vraiment le pays par excellence où tu vas presque plus avoir des cafés qui sont lavés à la façon traditionnelle. Il y en a toujours, mais c'est énormément réglementé ce qui se passe avec les eaux déchets
et que ça va être énormément traité, cleané, réutilisé, recyclé, ça peut plus aller comme dans le vieux temps. J'imagine, juste dans la fleuve, il y a beaucoup plus de contrôle. Mhm. Il y a aussi l'avantage que souvent les producteurs qui n'auront pas les moyens pour traiter leur eau, souvent ils ne pourront pas avoir non plus leur propre station de lavage. Ils vont vendre leurs cerises localement dans une plus grande entreprise où tous les cerises vont être processées, transformées centralement. Et cette centrale, euh, comment on dit ça, station de lavage, euh, bah, c'est leur principal travail de faire ça. Donc, ils ont investi dans des façons de traiter l'eau. Il y a d'autres pays comme en Éthiopie, normalement, c'est pas permis d'avoir une station de lavage aussi proche du fleuve pour pas salir Avoir- Ouais. les eaux de l'eau. Mais on voit que il y a quand même, ça dépend vraiment de pays comment est le gouvernement est central, comment il y a, s'il y a un organe de contrôle très fort, il y aura beaucoup moins euh, Ouais, de contrôle, quoi. ouais, beaucoup moins de contrôle, donc beaucoup moins de contamination de l'eau, s'il y a beaucoup plus un organe fort de contrôle. Mais Ah effectivement, oui, oui, oui. ça devient de plus en plus important parce qu'on voit, je pense, avec le temps, on commence à voir les impacts déjà depuis un moment. Donc, je pense que les gens se sont bien rendus compte que c'est peut-être pas si bien de juste salir l'eau et le jeter quelque part. Mm. J'ai une question genre méga technique, mais peut-être que tu connais pas la réponse. Mais c'est vrai que des fois, quand je donne des cours d'introduction au café, ben, je parle des cafés lavés. Et des fois, on me dit, tiens, mais est-ce qu'on utilise de l'eau potable ou pas pour laver, pour fermenter les grains de café? Mais non, enfin, est-ce que tu as une réponse à cette question? Non, c'est souvent l'eau qui vient des sources, des rivières, c'est pas de l'eau potable. Il y a, je pense que quand ils vont faire des procès, vraiment des Ah, attends, je te expériments perds un petit peu. c'est mieux. Salut Aurélie. Attends, ça bug un peu. Allô, allô? Hello. Je t'entends encore bien, mais je sais pas si tu m'entends encore. Ouais, l'image bug un peu, mais je t'entends. Ok. Alors, j'ai de nouveau perdu ce qu'on disait. Donc l'eau, Ah oui, est-ce que l'eau. l'eau est potable ou pas quand on fermente les cafés lavés? Non, c'est pas souvent, il n'y a pas moyen que ça soit de l'eau potable. C'est pas nécessaire. Je pense seulement les cas où j'ai vu que c'était vraiment de l'eau contrôlée, c'était quand ils allaient faire des expériments avec euh, ajouter des levures, par exemple, parce que le but de faire ça, c'est de contrôler les micro-organismes qui font partie dans la fermentation. Donc, si on prend de l'eau de source ou de rivière, on contrôle plus de temps. Donc, des fois, ça va être un peu, mais c'est pour des micro expériments, disons. Mais sinon, c'est juste de l'eau de source ou de rivière. Ouais, c'est ça, ce qu'on trouve aux alentours. Euh, j'ai une autre question quand on parle un petit peu de traçabilité du café, etc. C'est vrai que souvent on dit que tiens, dans le café de commodité, on va mélanger des lots, donc on va moins tracer des lots. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même de plus en plus de communication sur la traçabilité de coopératives ou de producteurs, même dans le commodity market. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu vois aussi arriver ou c'est vraiment typique du specialty et on n'est pas encore vraiment sur beaucoup de communication dans le commodity? Je sais pas si ouais, ça dépend, effectivement. Je t'ai pas posé la question à toi, c'est quoi ta différence entre specialty et commodity? Comment tu perçois la différence? Parce que tu me poses ces questions, mais c'est important de savoir comment tu perçois. Allez, vas-y, shoot. Ouais, moi Ah, là, je t'ai Ça, on me l'avait pas encore fait, effectivement. Mais moi, je pense que j'ai une réponse qui va être très basique puisque j'ai très peu d'expérience sur le terrain. Et donc, c'est vrai que pour moi, en général, le specialty coffee, ben, c'est un café qui va être durable, mais qui va au-delà de la labellisation, qui m'a l'air quelque chose de toujours compliqué pour certains producteurs et particulièrement les petits producteurs qui sont pas en coopérative. Et donc, c'est vrai que le specialty, j'ai tendance à parler d'un café d'une manière scientifique qui va être plutôt le score sheet, voilà, les cafés au-dessus de 80% techniquement. Ou alors au niveau durabilité, c'est des cafés qui vont donner beaucoup d'importance à la transparence, à la traçabilité et à une rémunération qui va au-delà finalement du marché de la bourse.
et que c'est un marché qui va être complémentaire au marché de commodité, puisque effectivement un producteur en général va peut-être faire 30% de specialty, 50% si les choses vont très très bien, mais qu'un producteur fait pas 100% de specialty coffee. C'est un peu ça ma définition. Mais c'est vrai que comme je connais très peu le commodity market, c'est vrai que je me pose beaucoup de questions et souvent c'est un peu diabolisé. Et au plus j'en parle, au plus je me rends compte qu'il n'y a pas une seule réponse, mais qu'il y a quand même effectivement des producteurs, des coopératives qui, au travers du volume, s'en sortent effectivement très bien et peuvent voilà, vivre normalement. C'est pas que le specialty qui est la seule solution. Mais effectivement, pour des tout petits producteurs, il y a quand même parfois des problèmes de trouver les bons interlocuteurs, les bons acheteurs, d'avoir assez d'éducation pour comprendre quelle est la qualité du café, comment le vendre, etc. Mais voilà, pour moi, les specialties, c'est un peu la durabilité, la transparence, la qualité en bouche. Mm. Mm. Bah, je pense qu'il y a un peu dans ça aussi la question, c'est quoi alors, si tu dis la commodity, je veux dire que c'est tout ce qui est vendu sans vraiment nom ou si tu dis c'est plus de séparation pour des lots. Bah, on voit beaucoup de café qui est offert aussi dans la section du commodity, si je vais l'appeler comme ça. C'est rarement que ça vient avec le nom d'un groupe de producteurs dessus, sauf si c'est certifié. Mais sinon, il y a peu d'entrées, il y a peu de demandes de réellement connaître la source ou connaître le producteur. Si on parle réellement du pur commodity, de l'achat de volume en bourse, de trade vraiment technique, il y a peu d'intérêt à savoir si ça vient d'une petite coopérative de producteurs au Pérou, parce que tous les cafés sont remplacés les uns par les autres. C'est un goût, un profil, un prix, une qualité, et c'est interchangeable. Donc, il n'y a pas la même importance d'avoir la même source et que le profil varie. Mais c'est plutôt que le profil reste constant et que le prix reste constant, le volume reste constant. Non, il n'y a pas, ça peut toujours, comme on dit, il y a des cafés aussi qui ont tous les caractéristiques d'un specialty qui sont offerts comment c'est possible aussi. Mm. Il y a des groupes de Ouais, producteurs qui sont exportateurs, qui sont vendeurs, qui jouent sur le marché, donc, mm. Euh, et du coup, je sais pas si moi voilà, je suis torréfacteur et que je veux acheter du café. Qu'est-ce que j'ai comme option? Parce que moi, j'ai toujours, allez, les gens autour de qui je gravite, bah, c'est des gens qui achètent, comme chez vous, en fait, hein, du specialty et qui travaillent souvent avec des importateurs qui ne proposent que du specialty. Mais est-ce que, en tant que torréfacteur, si je veux acheter autre chose que du specialty, c'est quoi? Je vais au port d'Anvers où je travaille avec un plus gros importateur ou une autre filière de l'importateur. Et ça veut dire qu'il y a des menus de café ou comment est-ce qu'on achète du café en fait quand on est torréfacteur? Tu sais un peu comment ça se passe? je sais un peu comment ça se passe, ouais. La chance. Non, je pense que il y a un grand départ déjà, c'est quel volume tu veux commencer à faire. Si tu veux avoir l'approche d'un micro-torréfacteur et acheter, je sais pas, tous les 3 mois 10 sacs, il n'y a pas tant d'importateurs de commodities qui vont pouvoir te vendre cette petite quantité. Ça parle, si tu vas dans les plus grands importateurs, ou plus de commodities, ça parle de conteneurs, et si tu achetais 10 sacs, ils vont peut-être te regarder un peu bizarrement. Donc, il y a des entreprises qui sont souvent liées au specialty parce qu'il y a cette approche des détails derrière, qui vont pouvoir te donner le service de avoir un gros stock dans un magasin quelque part, pas trop loin de toi, où tu pourras retirer avec des petites quantités le café que tu as choisi d'un menu, effectivement. Ou sinon, s'il n'y a pas d'importateur, tu peux aller voir dans ta région, voir s'il y a d'autres facteurs avec qui tu peux faire un groupe pour avoir un volume plus important, pour après avoir accès à plusieurs menus, pour baisser les frais. Ou si tu veux vraiment acheter des micro-quantités, c'est peut-être pas mal aussi de faire ça localement pour pas avoir les frais de transport euh, et pour pas être bloqué avec un grand volume de allez, 60 kilos par quelqu'un qui torréfie par 50 grammes. Ça Mm. prend beaucoup de temps à passer. Et sinon, si tu as vraiment le plan de te lancer avec un torréfacteur industriel de 60 kilos ou plus, ouais, il y a vraiment beaucoup d'options différentes. C'est sûr que je pense qu'au début, quand tu te lances, c'est un peu difficile à trouver comment et quoi, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'importateurs en Europe qui offrent un peu la même chose, la même approche.
Et donc, ouais, ça passe à travers l'Internet où c'est de bouche en bouche. Tu entends que tel importateur fait ça ou est content, quelqu'un est content avec un service là. Euh, mais je pense que c'est très bien de voir un peu comment on peut rendre euh, tout ce qui est les cafés de spécialité, comment on peut le rendre quand même un peu plus efficace. Parce que souvent, on tourne autour de petits volumes et des voisins dans une région, ils vont acheter un peu des cafés en même temps et ils vont faire venir des commandes de différents moments avec des différents transports. Donc, je pense que c'est pas mal de juste faire confiance un peu à ton voisin et faire un plan de comment on peut les deux gagner de collaborer ensemble. Euh, je pense que ça, c'est pas mal. Yes. Et est-ce que le prix, en tant que consommateur final, le prix qu'on paye au supermarché ou au supermarché bio avec du café en vrac ou chez un petit torréfacteur de spécialité, est-ce que le prix donne toujours un peu un indicateur sur le type de café? Est-ce que quand un café est pas cher, c'est forcément du commodity? Est-ce qu'à l'opposé, quand un café est plus cher, c'est forcément du specialty? Euh, je pense qu'il y a de nouveau, ça tourne de nouveau à la distinction de qu'est-ce qui est commodity, qu'est-ce qui est specialty. Si on dit qu'un specialty, c'est juste un café de 80 points en tasse et plus, ouais, tu peux avoir du café pas très cher qui coûte la même chose qu'un café commodity. Si tu as des cafés, il y a des cafés qui sont certifiés, qui sont à la base, si tu prends l'approche plus de valeur ajoutée, qui sont des cafés specialty, qui vont coûter la même chose un café standard, disons. Donc, c'est pas, et je pense que si tu restes en dessous d'un certain prix, genre un café qui coûte, disons, 3 euros pour 50 grammes, 500 grammes dans un supermarché, ouais, tu peux te demander effectivement, c'est quoi ce qu'il y a dedans et qui a été payé comment. Mais après, si effectivement tu passes un certain gamme de prix, généralement, s'il y a plus d'informations, tu peux dire que c'est un café de spécialité qui a un peu plus d'importance à toute la chaîne qu'il y a derrière, les humains qu'il y a derrière. Mais c'est pas toujours donné parce qu'il y a beaucoup de frais qu'on connaît pas. Je peux pas m'imaginer les frais qu'il y a pour une entreprise qui est torréfaction, qui a des bars à café, qui doivent couvrir tous leurs coûts de location, d'assurance, des coûts de personnel. C'est tout le temps un peu la même chose. Il y a des coûts qu'on voit, c'est l'achat du café, il y a prix des coûts qu'on ne voit plus ou qu'on ne voit pas tant, qui doivent aussi, dans le fond, tout le monde a le droit d'un bon salaire. Si c'est dans un pays producteur, il doit être bien rémunéré. Les gens partout doivent être bien rémunérés aussi ici. Et c'est pas toujours facile de voir. Oui, si tu es dans un supermarché, tu sais pas quels sont les compromis que le torréfacteur a dû faire pour apparaître dans ce gamme de supermarché, pour avoir juste un plus grand volume de vente. Si tu es en petite boutique de café spécialité, tu peux te dire que le vendeur a contrôlé plus lui-même sur comment la marchandise est mise à la vente. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. C'est difficile de Mm, comparer l'un à l'autre sans avoir toute la chaîne, toute la visibilité. mm. Ouais, c'est clair. Ok, alors je regarde un petit peu mes notes, mais il y a une autre question un peu technique aussi, justement où j'étais pas clair par rapport aux questions que j'avais envoyées avant, mais c'était en fait, c'est le currency, donc la monnaie locale et par rapport au dollar. C'est aussi une question qui est très technique, mais quand on dit que le café en bourse, il est à quoi, moins de ou à peu près 1 dollar le pound. Ça veut dire que quand un producteur vend du café à un exportateur en local, il est payé en dollars ou il est payé dans sa monnaie locale. Tu vois, est-ce que le dollar a un rôle très important dans l'achat de café? Est-ce qu'il y a une conversion qui se fait? Est-ce qu'à des moments, si la monnaie est dévaluée, ben, on touche plus d'argent parce que le dollar vaut plus si on est payé en dollars? Ouais, je pense que de ce que je sais, tous les achats des producteurs sont faits dans la monnaie locale. Donc c'est au niveau Mhm. de l'exportateur que eux ils achètent eux font la transformation au dollar pour le vendre. C'est un procès un peu technique dont je connais pas. Heureusement, Ouais. je ne vais pas m'occuper de ça parce que c'est pas mon truc. Mais,
effectivement, ça impacte beaucoup en ce moment. L'échange entre le dollar et l'euro est très intéressant pour tous les acheteurs, les facteurs qui achètent en euros parce que tu peux avoir un café qui en dollars est très cher et maintenant il y a des cafés qui normalement tournent autour de 10 euros les kilos qui maintenant sont, je vais dire un truc, à 8 euros les kilos. Mais en soi, là, ça touche pas au producteur. Il a déjà eu son argent. C'est vraiment juste au niveau de l'échange où d'un coup les business deviennent plus intéressants. La même chose en ligne. Il faut tenir en compte que il y a d'autres produits qui deviennent plus chers si de la monnaie a dévalorisé. Donc, ouais, peut-être il va toucher plus d'argent, mais d'autres produits vont devenir plus chers, donc il va payer plus. Donc, c'est jamais un truc seul. C'est jamais une chose, ouais, ça impacte beaucoup plus loin que juste, une direction. Mm. Et toujours un peu dans la même idée, par exemple au niveau des labels, quand une coopérative achète un label, bon, c'est peut-être con comme question et je pense que tu as peut-être répondu, mais est-ce que tu sais si elle l'achète aussi en monnaie locale ou si elle le paye en dollars parce que c'est un organisme de contrôle qui va être plus au niveau international? Est-ce que ça a un impact sur l'accès au label en fait, Honnêtement, ça, je sais pas. Et je sais que la certification, c'est un procès assez complexe et laborieux, mais je sais pas si on achète un label euh, en quelle monnaie ou comment, ça, je sais pas. Je peux pas t'aider avec ça. Ok. Mais peut-être pour rester toujours un peu quand même dans la question des labels, c'est vrai que dans le café de spécialité, on voit rarement des labellisations. Enfin, déjà, le café de spécialité n'est pas un label en soi. On voit de plus en plus des cafés bio de spécialité, si on considère le spécialité comme une haute qualité en termes de potentiel gustatif. Et donc, on voit de plus en plus de cafés de spécialité qui deviennent certifiés bio parce qu'il y a un business opportunity. Mais c'est vrai que les autres labels, selon moi, on les voit beaucoup plus rarement dans le marché de spécialité. Est-ce que ça veut dire que les labels ont des rôles à jouer dans différents secteurs? Et est-ce que c'est quelque chose de bien ou de pas bien voilà, de labelliser Moi, je pense qu'il y a, comme tu dis, on voit beaucoup le bio, le organique, mais on voit moins les autres. Et je trouve ça dommage parce que si tu vois les labels comme le Rainforest Alliance, ils ont un programme qui est beaucoup plus global, si tu veux. C'est pas seulement orienté à la production, c'est beaucoup plus aussi l'économie et le social derrière. C'est beaucoup plus intégral. L'approche à la production, à la ferme, à la vie autour. C'est la même chose avec Roots. Il y a vraiment des bonnes choses qui sont pas seulement orientées à, si on met des pesticides, ok, c'est très simplifié, mais euh, mhm, vraiment ça va plus partir de l'idée. On sait tous que le bio, ça va beaucoup impacter la production et le volume disponible. Il y a d'autres labels qui existent qui vont assurer que la production a été faite selon tous dans le respect de l'homme et tout. Mais aussi en permettant que le producteur puisse rester compétitif et avoir une production importante. Euh, je pense en soi, les labels c'est important, surtout pour les plus grandes sociétés, où ils ont besoin de prouver que leur achat, tous leurs matériaux viennent de sources qui ont respecté toutes les règles du travail social, de l'environnement. Euh, dans le specialty, je pense que c'est un peu moins important parce qu'on connaît plus la source. On a plus de détails sur la production, sur les gens qui ont produit, sur la chaîne. Et en soi, je pense que pour beaucoup d'entreprises, la certification, c'est un moyen de se protéger et pour être sûr que dans toute la chaîne de valeur, tout était correct. Donc oui, mhm, ça reste important, mais ça parle plus pour des grands volumes que pour des petits volumes. mhm. Et quand on parle un peu de justement le gros volume, petit volume, traçabilité ou pas, parce que je pense que Sukafina est investi dans la recherche sur le blockchain ou je me trompe sur l'utilisation du blockchain technology pour permettre d'amener à des nouvelles manières de tracer du café. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous êtes impliqué ou je me trompe? Oui, avec Sukafina, on a contribué à une plateforme qui s'appelle Farmer Connect, qui sera bientôt mis à disponibilité pour tout le public. Et c'est effectivement une solution blockchain qui
a comme but de rendre plus transparent toute la chaîne de valeur en gardant réellement en gardant à chaque entité, si tu veux venir sur cette, c'est une carte si tu veux, qui va montrer tous les acteurs qui étaient impliqués dans tout le journey du café. Donc, on a une carte et on voit les producteurs. Ça peut aller au Rwanda, par exemple. On a fait le pilot project. Ça va jusqu'aux producteurs individuels qui ont donné des cerises à la station de lavage, qui a pris transformé les cerises, qui puis le lot a été transformé, a été apporté au exportateur, au warehouse. Tu vois tout le voyage, ça vient jusqu'au magasin d'inverse et puis ça va chez le torréfacteur. Et à la fin, il y a une application qui est vraiment orientée au consommateur, qui permettra de voir le voyage du café. Et c'est assez révolutionnaire parce que ça permettra comme d'autres applications, je pense qu'il y a Propina aussi qui fait quelque chose sur l'appareil, qui permettra au consommateur d'envoyer un tip, si tu veux, au producteur même. Tu lui dis, ouais, lui, c'était bien ce café, je lui ai envoyé 2 euros. Tous les gens sont liés vraiment avec la banque à la plateforme et c'est tout est protégé. C'est la base de blockchain. Et le producteur reste propriétaire de tous ces data tout le temps. Donc, s'il veut pas partager une certaine information, il le bloque pas, il le bloque. Donc, s'il a un acheteur et dit, je veux bien partager cette info sur ma plantation, il peut le décider lui-même. Et le but est vraiment de permettre un échange d'informations dans les deux sens. Parce que jusqu'à présent, je pense que dans beaucoup de trade dans le café, l'information passe d'un sens à l'autre d'origine au pays importateur. Et ce programme permettrait vraiment aux producteurs d'aller sur la plateforme aussi et voir où son café va, qu'est-ce que les gens disent dessus, de contrôler l'information qui est donnée sur lui, parce que c'est quelque chose que c'est un peu bizarre maintenant avec tout le marketing qui est associé au café de spécialité, c'est qu'on demande quand même beaucoup d'informations aux producteurs à donner pour mieux raconter. Le but en soi, c'est de mieux raconter l'histoire aux consommateurs, aux torréfacteurs, pour qu'ils comprennent pourquoi c'est important de payer plus. Mais des fois, il y a quand même des informations où tu dis, est-ce que c'est correct que je demande tout ça? Et c'est pas vraiment producteur de dire, je veux bien juste garder ça pour moi, donner à cette personne. Et il y a quelques étapes qui sont très chouettes dans cette plateforme parce que ça c'est un peu un acteur neutral entre toute cette chaîne. Ça permettra de montrer les transactions. Ça permettra, si le producteur veut, si l'exportateur veut, de montrer la transparence des prix. Il y a vraiment beaucoup qui sera possible avec ces plateformes. Mais comme je dis, maintenant c'est un peu dans la phase test, mais on est vraiment très un peu excité avec ces programmes. Ça fera vraiment beaucoup de révolution, je pense, dans tout ce qui est gestion de supply chain. Et ça veut dire que, parce que moi, c'est un peu, ça reste abstrait pour moi, ça veut dire que si je suis producteur, j'ai quoi, l'app sur mon téléphone en tant que producteur et je mets, donc je mets moi-même le prix que j'ai vendu à la station de lavage ou c'est quelqu'un qui l'encode ou tu sais ça, très concrètement, comment ça marche? C'est basé sur une vérification double. Donc, il y a la partie acheteur et le vendeur qui doivent confirmer la transaction. Donc, oui, effectivement, si c'était que un, tu pourrais dire ce que tu veux. Mais là, si, pour reprendre l'exemple de Rwanda, la chaîne dira que le producteur, disons, Jacques a vendu 10 kilos de cerises à la station de lavage à Machuba, au Rwanda, pour tel prix. Le producteur reçoit un message sur son GSM pour dire est-ce que tu confirmes cette transaction? Il va dire oui, et puis l'exportateur va dire est-ce que tu confirmes? Oui, et puis c'est encodé automatiquement. Bon, automatiquement, j'imagine que quelque part quelqu'un doit le faire, doit s'occuper de ça pour vérifier un peu. Et ça devient donc un bloc. Donc chaque transaction devient un bloc qui va donc représenter toute la chaîne et toutes les transactions qu'il y a eu.
effectivement, si à un moment donné, c'est pas partie de la vente, disons que l'information partagée, on verra pas l'information sensible. Ça reste vraiment avec chaque acteur qui reste propriétaire des data. Donc nous aussi, si on veut vendre un microlot à, je sais pas, à un torréfacteur, et on pourra dire, OK, cette personne, on sait qu'il comprend tout ce qu'il y a autour, les prix, on sait qu'ils comprennent, qu'ils savent contextualiser. Donc, on peut leur donner cette information. Ça, c'est quelque chose que on devrait voir Mm. dans le futur encore comment ça va se développer, mais dans le moment, on est dans la phase test. Et on sent que c'est quand même une vibe générale parce qu'il y a aussi une autre app bon, concurrente, j'imagine, qui est iThinka. Il y a d'autres projets qui existent déjà pour typer les producteurs. Donc, on sent qu'il y a quand même une volonté d'aller au-delà du specialty. C'est quand même de pouvoir remonter et pouvoir un peu réguler des choses au niveau du consommateur vers le producteur, quoi. Donc, c'est un peu ça l'idée de ces outils, c'est que on peut typer directement un producteur. Moi, je trouve ça juste incroyable comme concept, quoi. Mais je pense qu'il y a aussi un peu une demande comme on disait avant, il y a des plus grands business qui vont acheter du café commodity, mais ça peut être basé sur vraiment des bons euh, purchase policies. Et ce Mhm. programme pourra leur aider vraiment de montrer, OK, ce café a été acheté ici, ce prix, ce groupe, et ça va vraiment aider à faire des reporting sur les sustainability targets, par exemple. Et je trouve le truc que je trouve vraiment important, c'est qu'on va vraiment pouvoir briser ce mur d'information qui est un peu entre origine et pays importateurs. Et je trouve ça vraiment important que tout le monde restera juste propriétaire de ses propres informations. Ça, je trouve ça quelque chose, ouais, maintenant dans l'âge de privacy et de data et de protection de data, c'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas louper. Mm. C'est clair. Euh, bon, une autre question un peu plus légère, on va dire, mais enfin peut-être deux questions. Euh, pour, je sais pas, les gens qui nous regardent et qui connaissent pas bien le café et qui veulent acheter du bon café, qu'est-ce que toi tu conseilles de regarder comme information quand on achète du café et qu'on veut acheter bien, soit bon ou durable ou bien fait, mais quelles sont les informations que tu regardes toi quand tu achètes du café ou que tu conseillerais à un consommateur final? Bah, je pense que c'est quelque chose, c'est très difficile en soi. Je pense qu'on en a déjà parlé, toi et moi, je sais pas, récemment, non, il y a un an, je pense, je demandais la même chose. Comment tu sais, comme consommateur, comment tu fais un peu la distinction entre tout ce qui est histoire et tout ce qui est réalité? Je pense que c'est difficile en vrai. Je pense que c'est très difficile si tu n'es pas dedans, dans le monde. Et je pense qu'il y a tellement d'informations et beaucoup de blabla et beaucoup, tout est bien, tout est beau, tout a l'air bien. Je pense que c'est très difficile de faire la distinction. Donc, le meilleur truc que tu peux faire, c'est trouver un torréfacteur local ou une boutique de vente locale. Et si tu apprends à les connaître un peu, tu vois la vision de travail et d'achat qu'ils ont et l'histoire qu'il y a derrière. Et je pense que si tu te sens bien avec ça, tu peux partir de l'idée qu'eux aussi, ils ont fait le même travail avant ça et qu'ils ont aussi fait leurs recherches et demandé des questions. Nous aussi, on a beaucoup de questions de nos clients torréfacteurs qui nous posent des questions pour ensuite leurs clients pouvoir raconter un peu l'histoire, dire oui, ce café vient d'une chaîne qui est vraiment correcte, que la rémunération a été correcte. Donc, je pense pas qu'il y a un signe extérieur où tu peux dire genre, ok, ça c'est bien. Il y a un peu des initiatives comme The Pledge, mais je sais pas que ça passe vraiment Hmm. aux consommateurs. Je pense que ça reste quand même un truc assez niche. Mais on a vraiment l'espoir qu'avec Farmer Connect, le but sera vraiment que si tu es torréfacteur, tu pourras t'enregistrer sur la plateforme et tu pourras publier des produits dessus et tous les clients pourront voir le voyage de ces cafés. Donc, ça sera ouvert. Ça sera avec des codes que tu peux scanner pour voir vraiment l'histoire qu'il y a derrière. Et on a espoir que ça va fonctionner aussi jusqu'au consommateur parce que ça restera assez facile, c'est avec un code. Euh, mais ça restera à voir. Je pense que c'est difficile à prédire quels sont les trends qui fonctionnent avec les consommateurs. Mais ouais, je pense que Hmm. le dialogue, c'est important. Je pense qu'on le fait tous à notre place dans la supply chain, on le fait tous. Et il faut faire confiance aussi aux gens.
Peut-être message d'espoir dans certaines années. Une petite question, quel est le voyage typique d'un café qui score à 90 plus? Ces cafés, ils terminent où? Parce qu'on en entend rarement parler finalement de manière générale, même dans le milieu du specialty coffee. C'est un peu comme si tout le monde achetait 85, 89. Bon, c'est très technique, mais voilà, les cafés qui passent 90, qui sont vraiment des cafés rares finalement, où est-ce qu'ils vont ces cafés? Qui les achète? Je pense que la question première est un peu qui donne des scores et comment on les donne et qu'est-ce qui est vraiment. Moi, je suis vraiment d'avis à un moment donné, ça fait plus de sens de faire un score à un café. Si ça passe les 85, c'est genre, ce café est génial, faut l'acheter. Si après c'est un 96 ou c'est un 92 ou c'est des cafés où ils ont fait un travail exemplaire et ouais, après, c'est comparatif. C'est toujours un peu, si tu vois l'exemple de Cup of Excellence, il y a beaucoup de scores qui sont donnés parce que tu vas vraiment dans l'expérience du moment et tu vas déguster vraiment beaucoup de cafés de ce même pays et tu vas pouvoir comparer. Si tu achètes un café, tu vas le goûter, euh, et tu n'as pas de point de comparaison, ça va rien te dire. Puis à la torréfaction, c'est vraiment à quel point du processus que le score a été donné. Est-ce que c'est avec un production roast? Est-ce que c'est sur base de dégustation d'échantillons? C'est très difficile. Je pense il y a beaucoup associé à ces 90 plus, et plutôt des variétés rares, des expériments de procès. Et après, ça devient très difficile de donner un score parce que ça devient un dégoût personnel. Si tu passes à un moment donné un certain qualité, tout est tellement bon, donc c'est difficile d'encore distinguer réellement. Et où vont ces cafés? Bah, c'est souvent des cafés, on n'est pas les seuls à découvrir que c'est un café génial. Donc c'est souvent des cafés qui sont déjà vendus plus cher par les exportateurs qui vont mettre un prix qui savent qu'ils ont dans les mains un truc d'or ou les producteurs. Et donc, c'est souvent des prix qui sont pas toujours accessibles partout dans le monde. Donc, ça va souvent aux pays asiatiques pour confirmer la cliché, où des clients ou des consommateurs ont un plus grand pouvoir d'achat, où c'est vraiment mis plus à la vente comme un produit de luxe. Comme ça, en Europe, il y a quand même des cafés qui scorent 90, pour le dire de façon française. Mais ouais, je pense qu'il y en a, mais ça dépend vraiment de qui donne le score. À un moment donné, ça devient juste une appréciation émotionnelle de dire ce café est le meilleur que j'ai goûté cette année, ce café est le meilleur que j'ai déjà connu de ce producteur, ce café est, je sais pas, le meilleur parce que ça me fait penser à une belle nuit d'été et j'ai le souvenir. Ouais, bon, après, à un moment donné, on essaie de Ouais. continuer vraiment avec la cupping sheet et avec on essaie vraiment de former les gens pour que ça soit au plus standardisé possible. Mais à un moment donné, ça devient du personnel. Mm. Bah, du coup, dernière question, en parlant du meilleur café, quel est le meilleur café au monde pour toi? Cette question. Je ne sais pas choisir. Non, mais ça dépend. Ça dépend. Quelle a été peut-être vraiment une expérience, peut-être que tu as eu genre une expérience qui a été vraiment beaucoup plus marquante que d'autres pour plein de raisons euh, autour d'un café. Bon, après, j'imagine que tu as eu plein d'expériences autour du café, donc c'est peut-être difficile d'en donner une. Bah, j'ai toujours deux expériences espresso. Je bois pas beaucoup d'espresso, donc il y a deux expériences espresso qui m'ont vraiment marqué. Et je pense que mon premier doit être un espresso que j'ai bu chez Supreme Roastworks quand j'étais pas encore si longtemps que je travaillais dans les cafés. Ça doit être un de mes premiers espresso. C'était un éthiopien naturel. Et c'était tellement explosif le goût et ouais, j'en revenais pas des heures encore après. Et l'autre, c'était récemment chez Mocha à Bruxelles, où c'était aussi un café où j'ai encore repensé des journées après à dire, genre, ouais, c'était quand même, ça, c'était quelque chose. Mais au Ouais. fond, je ne bois pas beaucoup l'espresso. Et puis, c'est souvent ouais, j'ai goûté pas mal de cafés j'ai eu la chance de goûter pas mal de cafés, aussi dans le jury de Cup of Excellence, dans les différents pays.
Donc c'est tellement difficile de mon café préféré. Mm. Euh, je pense si tu veux, le pays que j'ai toujours que j'apprécie toujours le plus, c'est la Colombie parce qu'on y trouve tout. On trouve tellement de la diversité, il y a tellement des choses d'approche, il y a tellement de différents types de producteurs, il y a tellement tous les goûts, tous les styles, tous les approches, puis tous les prix. Je trouve ça vraiment un pays fascinant. Surtout maintenant, ils vont vraiment beaucoup plus dans la direction de l'expérimentation avec des variétés, des façons de transformer, de fermenter. Je trouve ça un pays très fascinant à suivre. Et ouais, je sais pas, je peux vraiment pas. Non, mais c'est déjà pas mal. Il y a, moi, je suis un peu plus émotionnellement attachée à des producteurs où je dis, ah, celui, je le suis tout le temps, c'est tellement bon, et tu vois un peu l'évolution qu'il y a. Il y a des producteurs, des small estates au Kenya qu'on suit déjà depuis quelques années. Et tu vois vraiment le progrès qu'il y a et c'est des cafés. Ça me, moi, je peux facilement être très enthousiasmée sur un café et en parler pendant très longtemps parce que le bonheur un peu de savoir plus derrière et pas seulement basé sur le goût. Mm. C'est pas 100% net juste de dire ça c'est le meilleur café, mais c'est une appréciation un peu par tout le travail qu'il y a eu derrière ou tout l'effort que les équipes ont mis pour arriver à ce résultat. Donc ouais, euh, c'est une réponse très diplomatique. Non, mais c'est une belle question et il y a qui appelle des réponses très diverses et compliquées parfois et variées, c'est normal. Bah écoute, en fait, on arrive au terme de ce direct, donc ça fait déjà 1 heure, ça passe vite, mais je sais pas s'il y a quelque chose que tu veux rajouter en particulier ou pas spécialement avant qu'on termine. Moi, je voulais juste, comme je te disais tout à l'heure, je trouve ça énormément cool que tu fais cette démarche et cette recherche et que tu le partages avec tout le monde, tout le monde qui est intéressé et partager tout ce que tu apprends. Je trouve ça vraiment très cool. Et c'est un plaisir de participer à ça, de raconter un peu un bout de l'histoire de mon job. C'est cool de pouvoir partager ça et d'en discuter avec toi, comme on fait déjà d'habitude, mais maintenant ça fait un peu longtemps, donc c'est chouette de le refaire. Et merci. Ah bah, c'est cool. Bah écoute, bah, merci à toi en tout cas d'avoir participé. Et bah voilà, on va s'arrêter là. C'est toujours un peu bizarre d'arrêter les lives. Je sais jamais toujours comment faire, mais voilà. En gros, ben écoute, j'espère qu'on se reverra un de ces quatre une fois qu'il y aura le déconfinement. En tout cas, voilà, moi je reste en Belgique. Et puis ben, je vois que Bram nous regarde. Salut Bram. Mais Oui. on se retrouve pour le show bouillant la semaine prochaine avec Ludovic Maillard de la SCA France. Voilà, qui aura aussi plein de choses intéressantes à partager. Et puis, je pense que pour 2020, ça sera tout. Et puis, on a déjà une programmation jusque février 2021 en anglais, en français, avec plein d'intervenants. Donc, voilà. Et je vais reposter ce direct sur YouTube pour ceux qui veulent le revoir et en IGTV. Ben, Sophie, merci encore. Bonne soirée à toi Salut, à et bientôt. à une prochaine. Ciao, ciao.